Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Bubble bath, you know I love to blow some big ones. And mama thinks it's fun. Hands up, here comes Rubber Duck. Oh, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, then Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Scrub my feet. Ooh, 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 ooh. Scrub my arms. Ooh. My ears and my nose and my face and my hands and my knees. Ooh, 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 ooh. Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Oh, bubble bath, bubble bath. Come on, everyone, jump in one by one. It's so much fun. Ooh. Are you ready for Rubber Duck? Oh, hands up, here comes Rubber Duck. Say, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, or Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Scrub my feet. Ooh, 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 ooh. Scrub my arms. Ooh. Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Bubble bath, you know I love to blow some big ones. And mama thinks it's fun. Hands up, here comes Rubber Duck. Oh, did you know I named him twice? 1, 2. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ketchup Mayo, votre rendez-vous hebdomadaire, la dernière de cette année 2022 puisque la semaine prochaine nous serons un peu tous en vacances ou en lendemain de fête. Donc c'est la dernière de cette année 2022, une émission particulière évidemment qu'on va revenir sur l'incroyable finale de Coupe du Monde qu'on a vécue hier. On va parler du coup de l'équipe de France, de l'Argentine, de cette troisième étoile qui va du coup partir en Amérique du Sud et on va aussi parler un peu de basket avec Gaëtan dans les prémices de cette émission. Comment tu vas Gaëtan? Bah bien et toi? Et salut tout le monde. Salut, bah écoute moi ça va de mieux en mieux on va dire. Vraiment c'était très difficile de passer aussi près de la victoire avec un match, finalement on n'en attendait rien à la 70e minute, j'étais résigné.
je me suis dit, bon, bah allez, on va rentrer, on va passer à autre chose. Mais de fait d'y croire jusqu'à la 120e minute et d'avoir ce destin-là, c'était dur. Mais bon, on va en parler, hein. On va chasser nos derniers démons ce soir avec vous. Ça va être l'occasion aussi, tous ensemble, de vider nos sacs avant de passer à autre chose. Il va y avoir les fêtes, va y avoir le retour du football de club. Donc voilà, on va parler une dernière fois de cette équipe de France. Mais avant ça, on va revenir sur notre partie basket. Parce que voilà, la NBA continue voilà, son petit bonhomme de chemin. On est à près de un peu plus d'un quart, je crois, de la saison. Ouais, à peu près. Il va y avoir le Christmas Day, d'ailleurs pour les débutants ou ceux qui se mettent à la NBA, c'est vraiment un énorme événement, le Christmas Day, c'est tout au long de la journée, à heure française. Je crois que ça commence à 11 h. Il y a des plus grands matchs, les plus grandes affiches. Donc on va avoir du Boston-Milwaukee, on va avoir du Golden State Phoenix. Non, je crois que c'est Phoenix Memphis et Golden State Denver. Enfin bref, tout un lot de les Los Angeles Lakers qui affronteront les Los Angeles Clippers. C'est 4-5 matchs qui voilà, s'enchaînent tout au long de la journée. Donc c'est dimanche prochain, mais la NBA, la saison régulière, continue. On va d'abord commencer avec un sujet qui n'a rien à voir avec la saison régulière. C'est notre rendez-vous hebdomadaire du lundi, basket. On va choisir un sujet au hasard et puis avec Gaëtan, pendant 12 minutes, ça va nous amener à un débat. La semaine dernière, tu n'étais pas là, je ne sais pas si tu as pu voir, avec Wamcher, on a parlé du top 3 des joueurs actuels non bagués. Donc du coup, voilà, on a mis des Chris Paul, des Harden, Westbrook, encore Damian Lillard, DeRozan dans la conversation. On a fait notre top 3, etc. Nouvelle semaine, nouveau débat. On va pas le jouer au lancer franc parce que Mister s'est blessé et encore sous attelle. Mais voilà, on va le faire directement. Donc il n'y aura pas de petit temps mort. Mais monsieur, je te laisse l'honneur de choisir un des sujets. On refera le plein à la fin de l'année. Alors, qui sont les 3 meilleurs joueurs parmi les 6 pires équipes de NBA? Ok. Ok, intéressant. Intéressant. On est prêt en régie sur... Ça va me permettre de prendre le classement sous les yeux pour juste déterminer qui sont ces 6 équipes-là. Oklahoma, San Antonio, Houston, Charlotte, Détroit et Orlando. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ah, Ouais. Dans les 6, il y a de quoi faire. Ça va être intéressant, ouais. On est bon? Allez, et ben c'est parti. Du coup, Gaëtan, je te propose... Alors, est-ce que j'ai un stylo? Ouais, super. De lister les meilleurs joueurs de ces équipes-là. Alors, Orlando, tu mets Banchero. Banchero. Voilà. Il y a Franz Wagner aussi. Ouais. Après, il y avait qui? Détroit, Cunningham. Ouais, Cunningham. Ivy. Ouais, Ouais, il est parti. il va vite sortir, mais Ouais. ouais, Euh, je crois que c'est tout. Charlotte, Ball. Lamelo, Miles Bridges ou pas? Qui d'ailleurs ne joue plus vraiment vu qu'il a battu il a battu sa femme ou je sais plus c'est quelle histoire qu'il a. Je rigole mais c'est absolument pas drôle. Mais voilà, c'est qu'on va tout de suite l'enlever de la conversation. Oklahoma, Shai, il y a du monde à Oklahoma. Shai Gilgeous-Alexander. On a à Oklahoma Lugensdort, Poku. JD. Ouais, je suis d'accord. Giddey. Joshua Giddey. Ensuite, on a aux Spurs. J'arriverai pas à sortir un top 3 aux Spurs. Vraiment, c'est. Spurs, je vois personne. Et Houston. Et Houston, Jalen Green, non? Non? Ouais. Bof? Ouais, je sais pas. C'est pas Jabari Smith? Jalen Green. Jabari Smith, oui, le rookie. Attends, c'est ici qu'il joue? Ouais. Jabari Smith, il y a Sengun. Ok, oui, je pense que. Jabari Smith. Alperen Sengun ou pas? Marjanovic, on est sûr que non. Non. Eric Gordon? Non, ça rentre pas. Non, ça rentre pas. Kevin Porter Jr.? Non plus? Kevin Porter Jr.? Bah franchement, genre quand tu vois, on doit faire un top 3, hein. Ouais. Jamais je le mets dans le top 3. Ok.
Tu vois, après, bon, j'avoue qu'il y en a certains qu'on a mis, mais Là, en vrai, bon, on a du coup, on est à 9 minutes 52. Et je vois dans le chat, Guidi mieux. Guidi, c'est pas mal. Mossan, To, voilà, là, le blaze imprononçable. Bienvenue à toi. On est sur la partie NBA et ensuite, évidemment, qu'on va parler de l'équipe de France. On est sur le sujet de quels sont les 3 meilleurs joueurs parmi les 6 pires équipes de NBA. On a du coup pêle-mêle du Banchero, Franz Wagner, Kate Cunningham, Jason Ivey, LaMelo Ball, Shai Gilgeous-Alexander, Joshua Giddey, Jalen Green et Jabari Smith. Est-ce que déjà il y a... déjà, pour moi, si on doit faire vraiment, on doit regrouper. Wagner, ça sort. Ivy, ça sort. Green et Smith, ça sort. Moi je suis pas d'accord avec toi sur Wagner. Ah ouais? À Wagner, je le mets au moins à la table de Giddey et Cunningham. Qu'est-ce que Cunningham, c'est bon, Oui, mais ouais. on n'a pas vu grand-chose. Et Wagner, ça fait 2 ans qu'il est bon, hein. Mais Wagner, il est bon, mais je trouve déjà des fois un peu inconstant. Bon, là, ces derniers temps, je trouve qu'il fait des gros matchs. Ouais. Et, mais sinon, je le vois pas. Tu sais, c'est pas le leader qui va te mettre des 30 points. Souvent, quand même, il tourne entre. Ça, c'est très bien, hein, de Ouais, tourner ouais. entre 30 et 20 points quand il fait des belles perfs. Mais c'est pas lui qui va te sortir vraiment une énorme une énorme performance, tu vois. Et à part. Et après, sinon, t'as Lamelo. Bon, Il est en 19 points de moyenne, hein, Franz Wagner, hein. ouais, ouais. C'est quand même, Ah, c'est quand même énorme. c'est quand même bien, hein. Mais sur le débat, est-ce qu'on prend le début de la saison par exemple? À l'heure actuelle, ouais, qui sont les 3 meilleurs joueurs parmi À les l'heure 6 pires actuelle, ok. équipes, ouais. Bah alors, Cunningham. Bah Cunningham. après, on peut le mettre parce que peut-être que effectivement, mais oui, cette saison c'est terminé pour Cunningham. Mais on peut se baser quand même sur, il est dans la NBA actuelle, compte tenu de ce qu'il a De fait. toute façon, Cunningham n'est pas dans mon truc. De toute façon, pour moi, les trois, je Déjà, pense qu'on Shai, ouais, on est obligé. ouais, c'est sûr. Ça, Même, tu peux. est-ce qu'il y a débat sur Ouais, voilà, qui est pour le moi, premier? numéro 1. Ouais, Et deux, pour moi, pour ce qu'il fait dans ce début de saison, Banchero, c'est incroyable. ouais. Je le trouve juste stratosphérique. Et 3, Lamelo, je suis obligé de le mettre parce que même quand il est là, c'est fou. Je le trouve incroyable ce joueur. Hmm. Donc, moi, ce serait mon top 3. Moi, je mets Shai en 1 et je pense que, honnêtement, je regarde, hein, mais Banchero, toi, tu le mets déjà 2. Ah ouais, Après, Banchero, ce qu'il fait au début de saison. oui, c'est monstrueux. Et Lamelo a le mérite de ne pas être là, mais il est à 23 points de moyenne sur les 6 matchs qu'il fait. Euh, Moi, je dirais quand même Shai. Allez, ouais, bon, ok. Je te suis sur Shai en 1, Banchero en 2 et Lamelo Ball qui, bah, voilà, qui souffre un peu de sa Et en blessure. plus, surtout que ça se voit que quand Lamelo Ball est blessé, par exemple, un Bridges, Mm, enfin maintenant, bon, du coup, il a ses problèmes, mais qui était justement incroyable. Je trouve que c'est Lamelo qui l'a fait mm. remonter au niveau qu'il est. Et même dans cette équipe, genre l'importance de Lamelo dans les Charlotte, pour moi, c'est la grande cause de ce Ouais. mauvais début de saison des Hornets. Donc, Après, il joue pas là, hein. hein? Il joue pas là, Lamelo, hein. Il est blessé depuis un moment, Oui, hein. mais justement, c'est Ouais. pour ça que je trouve que les Hornets galèrent Oui, autant. ok, ouais, Genre, ouais. on se rend pas compte de l'importance qu'il a Ouais, dans le ouais, jeu. ouais. J'avais Genre, pas entendu. du coup, à la passe, Mm, au scoring, mm. et même défensivement, il est pas mauvais défensivement, Non, non, non. Lamelo. En plus, c'est un mec, tu te lèves. Enfin, on en reparlait la dernière fois sur le débat de où serait le mieux Victor Ouais, Wembanyama. ouais. Un feat Lamelo Ball Victor Wembanyama, tu te lèves à 2 h du matin pour regarder ça. Mais oui, en tout cas, Shai Gilgeous-Alexander aussi, peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas forcément le joueur et qui suivent pas ardemment la NBA, pourquoi il est premier pour nous? Ah, parce que quand tu regardes ses performances début de saison, je sais pas combien il est de moyenne, il doit être à 31 points de moyenne. C'est abusé. 31 points de moyenne, le gars il est dans une équipe, franchement, bon, il a quelques bons joueurs, mais on peut dire quand même qu'il est un peu seul de temps en temps, parce que à part un Guidi, un Josh Guidi Et Lugensdort quand Lucas même. Dort, voilà. 31 points de moyenne. C'est-à-dire il fait quand même gagner des matchs à Oklahoma, alors que défensivement c'est pas Mm. terrible, parce qu'il est là, il score, je sais pas, Et puis il joue tous les matchs. ouais, il joue tous les matchs, il te met souvent des 40 points, et je Ouais. sais pas ce
que c'est son record là, cette année, mais je me demande s'il peut monter à 50 à un moment donné. Ouais, ou à 49, un truc Ouais, comme un ça, truc je comme pense. ça. 31 points de moyenne cette saison, et l'année dernière, Euh, il était à 24. voilà, et en plus, je pense qu'on est d'accord dessus, il Mm. va être All-Star. Et Ouais. un All-Star parmi. C'est le seul qu'on peut mettre All-Star parmi tous ceux-là. Donc Large sa première place est. et intouchable. Voilà. Franchement, il est intouchable. Et c'est franchement un joueur qui ronge son frein depuis un moment parce que Oklahoma, ça fait quand même quelques années, notamment depuis les départs des Westbrook, Chris Paul, Paul George, que ça ne joue plus au basket. C'est vraiment une équipe très très faible de cette NBA. Et lui, il a été tradé en échange de Paul George, qui est parti aux Clippers. Donc il est arrivé dans un espèce de marasme collectif. Et ça fait, ouais, c'est sa 4e saison qu'il est à Oklahoma. Et là, c'est vraiment une année où il y a du Josh Giddey qui se réveille, enfin qui se réveille, qui perce même, hein, rookie l'année dernière, donc sophomore cette année. Il y a du Lugansdorf qui se réveille, etc. Et du coup, en fait, tu as un espèce de collectif qui est encore très faible, hein. C'est pour ça qu'ils sont dans les 6 pires équipes du championnat. Mais par contre, il a quand même un peu plus de crédit, à voir si c'est un joueur qui peut aussi partir. Parce qu'à un moment donné, si Oklahoma, ça reste dans les bas-fonds de la NBA, c'est un joueur que les équipes vont s'arracher quand il sera agent libre. Bah, ça, c'est sûr. En tout cas, vu son niveau, genre, même tu l'as senti quand je regardais plusieurs matchs, Mm. il commence à avoir un peu d'agacement, de se sentir un peu seul. Parce que c'est vrai quand s'il y a des personnes qui peuvent regarder, qui regardent les matchs du Thunder, Mm. tu vois souvent que vraiment les attaques, on lui passe la balle, Ouais. c'est très porté sur lui, c'est-à-dire qu'il va essayer de provoquer, de pénétrer la défense. Et du coup, tu sens que vraiment il est vraiment très très seul. Et souvent derrière ça accompagne, Mm. mais quand tu vois quand même l'écart qu'il y a de niveau entre lui et les autres, Mm. je comprends qu'il peut en avoir marre et que un trade peut être une éventualité. Laurent dans le chat qui nous demande, il va devenir comme Mbappé. Est-ce que Shai est un joueur générationnel comme Mbappé? Pas certain non plus. Ouais, non. On est plus sur un Dembélé. Ouais, voilà. On est un peu plus sur ce genre de joueur. Des grands talents, il est pas tout jeune, Shai. Il a quoi, 24 ans, quelque chose comme ça, Ouais. à peu près. C'est C'est ça. pas non plus un jeune de 19 ans. Euh, non, c'est pas un joueur comme Mbappé, je pense. C'est plus un joueur comme du Kingsley Coman, du Dembélé, si on veut trouver un peu Ouais. des comparaisons. Ouais, Très, bah, très fort offensivement. Mbappé par exemple, un Morent. Ouais, Je dirais. oui, Un truc comme ça. ouais. Mais oui, mais très bon. Et surtout qu'en fait, c'est vraiment cette saison pour l'instant que, Mm. même si l'année dernière il a fait des super matchs et il était euh, aussi pas aidé et que c'est là où il a commencé vraiment, je trouvais l'année dernière à monter de niveau. Ouais. Là, cette année, c'est plutôt la consécration. Mm. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était plus irrégulier ses performances. Ouais. C'est-à-dire il pouvait mettre justement des 30, 35, 40 points, mais le match d'après, te mettre un 15 points, ou je sais pas, c'était très irrégulier. Et cette année, c'est la consécration parce qu'à tous les matchs, presque, Ouais. il te sort un 30 points de Monstrueux, moyenne. ouais. C'est incroyable. Donc, vraiment, on peut que le mettre premier. Après, Banquero, moi, je le mets deuxième personnellement parce que. C'est fou ce qu'il C'est réalise. fou, il arrive, il passe tout ce qui monte, c'est vraiment Ouais. c'est leader cette équipe d'Orlando. Orlando en plus, Ça gagne, hein. ça gagne en 6 ce victoires moment. consécutives pour les Euh, derniers quasiment. et ouais, c'est lui qui est vraiment le leader de cette équipe et franchement, du coup, je le trouve incroyable cette saison. Et après, du coup, un Lamelo, comme j'ai annoncé, parce Ouais. que voilà, putain, c'est la magie. Dans le chat, ça veut dire quoi mettre All-Star? All-Star, c'est en fait c'est le All-Star Game. C'est un peu ce qui dicte les meilleurs joueurs de l'année. Ouais. C'est ce qui récompense les meilleurs joueurs de l'année. Il y a plusieurs critères pour être All-Star. Il y a les performances individuelles évidemment qui sont le plus largement et le plus souvent prises en compte. C'est pour ça que des joueurs comme Shai qui sont dans les bas-fonds, si vraiment ils sont très très forts, ils peuvent prétendre à être All-Star. Mais globalement, c'est quand même des grands joueurs dans des grandes équipes aussi. C'est aussi quelque chose qui est un événement. C'est des rosters de 12. Donc il y a 24 All-Stars à peu près. Ouais. Tu as 24 All-Stars, donc 24 joueurs sur les 300 joueurs de NBA, 300-400 joueurs. Et c'est difficile aussi d'avoir plusieurs All-Stars dans une même équipe. Souvent, il y en a deux pour les plus grandes équipes. C'est rare et voire
quasiment du jamais vu de voir 3 joueurs de la même équipe être All-Star. Voilà. Ouais, voilà, il a tout expliqué. Et c'est un peu comme une récompense, en gros, à la mi-saison. Voilà, parce que c'est pas à la fin de saison de la saison régulière. C'est pas vers la fin de saison de la saison régulière. C'est ce qui est particulier aussi. Ouais, voilà, voilà, ça aussi, c'est particulier. Du coup, c'est vers la mi-saison, vers janvier. Et du coup, c'est un peu une récompense. Souvent, on compare, on donne comme récompense. Par exemple, on dit un Curry a été tant de fois All-Star, un LeBron, je sais pas combien de fois il a été All-Star. Et c'est vraiment, ouais, tu rentres dans un autre level quand tu deviens All-Star. C'est-à-dire que maintenant, tu es vraiment considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs NBA et tu rentres un peu dans l'histoire NBA. Mais bon, voilà. Donc, top 3, 1, Shai, 2, Banchero et 3, Lamelo Ball. On passe aux joueurs de la semaine et ensuite on va parler de foot. Les joueurs de la semaine, tac, prends ta tablette. Celle-ci, vas-y, prends celle-ci. Je sais pas si tu as les craies, il y en a une là. La deuxième ne doit pas être bien loin. Derrière la voiture, on m'a dit sur le côté. Quel enfer. Voilà. Hein, c'est pas du tout la galère. Est. Je me mouille sur l'Est. Moi aussi, en vrai, quand même ça. Et sur l'Ouest, pour moi, il n'y a pas eu photo cette semaine. On reveal à la caméra. Donc, moi, j'ai Embiid à l'Est, deuxième semaine consécutive, ce qui est très rare, mais je pense qu'il a encore une fois montré de très belles choses. Et Nikola Jokic à l'Ouest, de ton côté? De mon côté, du coup, le Joker, Jokic à l'Ouest. Ouais. Et à l'Est, Kyrie Irving, parce que il a fait de très belles performances cette semaine. Ouais, 38 points hier. Ouais, voilà, et il revient quand même d'assez loin. Quand même, ouais. Avec encore des problèmes extrasportifs, bon, ça n'en finit pas de ça n'en finit pas, ouais. Mais du coup, il revient et il aide les Nets à être sur une série de 7 victoires. 7 victoires, je crois. Donc, ouais. 3 cette semaine, donc 3-0. Et je pense que ça a vraiment, depuis qu'il est revenu, ça a aidé KD d'une force. C'est-à-dire que maintenant, les deux, les Nets ne se reposent pas que sur un scoreur. Et Irving est là pour vraiment suppléer parfaitement, voire vraiment, je sais pas, il n'y a pas qui mieux pour Irving que suppléer un leader comme KD. Ouais. Donc franchement, ce qu'il a fait cette semaine, en tout cas, même il a prouvé qu'il pouvait même dépasser en termes de scoring. De toute façon, les deux. Mais hier c'était hallucinant parce que là je regarde 124 points hier, ils mettent 43 pour KD, 38 pour Kyrie Irving. C'est exceptionnel. C'est plus de 80 points à 2 quoi. Mais de toute façon, justement, c'est ça qui prouve que les Nets complètement fou. Ils sont sur une série grâce aux deux parce que on l'a vu que quand Irving, du coup, avec ses problèmes extrasportifs, que les Nets, ça gagnait un match sur deux parce que il peut pas faire tout non plus en défense, KD, même s'il est très bon défensivement, il peut pas être en défense, offensivement, il peut pas être partout non plus. Donc c'est pour ça qu'un match sur deux, il pouvait avoir des faiblesses et tout. Mais quand tu as un Irving sur qui te reposer, tu sais que c'est un backup qui peut te mettre autant de points voire plus que KD. C'est un joueur All-Star, justement, on en parlait. Je sais pas combien de reprises. C'est un joueur exceptionnel. Du coup, là, je le mets pour récompenser de sa semaine. Et je pense que ça peut le faire. Voilà, je pense que je peux ok. Il y avait du monde à l'Est, je vais parler de Embiid. Il y a des grosses séries, on a parlé d'Orlando juste avant, 6 victoires consécutives pour Orlando. Je crois que les Knicks en sont à 7, donc 4 victoires cette semaine, 0 défaite. Embiid en a fait 3, toujours 0 défaite aussi pour les Sixers. Donc en fait, c'est assez rare aussi qu'il y ait je recommence. Souvent, quand on fait les joueurs de la semaine et qu'on fait un peu nos prévisions, c'est un peu aussi ce qu'on regarde. C'est des équipes qui ont fait 100% de victoire, ils ont de grandes chances. Là, à l'Est, il y en a eu 4, donc il a fallu départager. Moi, j'ai hésité entre KD. Toi, t'es parti sur Irving, je suis parti sur KD parce qu'il y a un match à 43 points hier, un match à 30 et à 28 aussi dans la semaine. Mais Embiid, 53 points mardi dernier.
donc ça compte dans la Ouais. semaine. En 53-12 aussi d'ailleurs, monstrueux. 34 points, 13 rebonds et un 31-7. Donc en fait, il fait une semaine à quasiment 40 points de moyenne. Donc voilà, je ne vais pas m'éternaliser. Ce qui peut me porter préjudice, c'est le fait qu'il a déjà été élu joueur de la semaine l'année dernière et que des fois, 2 fois d'affilée, c'est quand même assez rare. Et donc du coup, ils aiment bien alterner. Randle est sur 7 matchs consécutifs très fort aussi. J'aurais pu le mettre et j'avais déjà hésité à le mettre la semaine dernière. Donc peut-être que ça peut être aussi ce genre de joueur qui passe devant. On va parler du Joker tous les deux. Le Joker, du coup, Nikola Jokic. Pourquoi il est joueur de la semaine selon toi? Bah, déjà, au vu de. Bah, ils sont en 2-1, je crois, sur cette semaine, Hmm. Denver. Il n'y avait aucune équipe, si je me trompe pas, qui était en full victoire. Ouais, aucune. Aucune qui était en full victoire, du coup, à l'ouest. Et Denver qui est troisième de conférence, Hmm. qui vraiment joue les premiers rôles. C'est ce qu'on attendait d'un Jokic des dernières saisons. Là, ils sont vraiment ils sont présents. Et, là, la semaine de Jokic c'était incroyable. Surtout, on va parler de ce dernier match où il sort un 40 points, Cette nuit, ouais. 27 rebonds. Et 10 passes décisives. Et on l'a vu déjà depuis le début de saison qu'un match juste avant, un gros match comme ça, énorme, Ouais, avec des stats incroyables, le juste dimanche. avant, ouais, Dans la nuit du lundi. voilà, qu'ils annoncent les joueurs de la semaine, et ben ça a joué pour Embiid, pour plein d'autres joueurs. Donc Ouais. franchement, même les stats qu'il a sortis, il a fait encore une semaine incroyable. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus. Il y a énormément de stats dans le basket. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment mis en avant. On parlait, et on a l'impression d'en entendre à chaque fois. Genre, ça fait depuis 1960 qu'il n'y a pas eu cette stat. On a parlé de Zubac qui a fait un match avec 29 rebonds et 30 points, un truc comme Ouais. ça. On a eu le match de Anthony Davis aussi il y a quelques semaines qui était totalement fou. Là, celui de Jokic, rendez-vous compte, 40 points, 27 rebonds, 10 passes décisives. C'est pas arrivé depuis Wilt Chamberlain en 1968. Un match en plus de 40, 25, 5. C'est ça, je crois, la stat qui a été Ouais. battue. Et là, il la pulvérise. Donc, vraiment, c'est le genre de record où bah, t'es joueur de la semaine. En plus, si jamais t'as fait un autre match à 40 points, 43 points, 14 rebonds, 8 passes, aussi un peu plus tôt, deux Voilà, matchs à voilà. 40 points, normalement, t'es bon. Mention honorable à Devin Booker qui a fait 58 points aussi samedi. Ouais. Ça peut aider, mais voilà, il a joué que 2 matchs pour le coup, Devin Booker, cette semaine. Donc, à mon avis, il n'y aura pas photo sur le joueur de la semaine à l'Ouest. Tu restes avec nous, Ouais. Gaëtan, et je vais switcher de place parce qu'on va accueillir Emric. Emric, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez surtout? C'est bon pour Emric, allez, vas-y. Let's go. Et là, on va parler de football On va marcher et dessus. de Ça va? l'équipe de France. Bah, est-ce que tu vas bien, toi? Bah non. Non. Parce qu'il y en a un ici qui est pas pour la France. Et du coup, ça me dégoûte un peu. La gueule de bois, Emeric, on va pas se mentir aujourd'hui. En lendemain d'une défaite, je pense qu'elle est difficile à digérer pour certains Français. Je sais pas si on me voit à l'écran. Je pense qu'elle est difficile à digérer pour certains Français parce que la manière qu'on y a mis, elle était vraiment horrible pendant 75 minutes. On était résignés et on se disait, bon bah, si on perd comme ça, l'Argentine a été meilleure que nous, on n'a rien montré. Et je pense que c'est le genre de défaite, tu dis, bon bah, allez, on passe à autre chose, il y a eu des blessés, etc. Tu trouves toutes les excuses du monde. Mais quand il y a ce scénario-là de l'équipe de France qui revient dans un match où elle était complètement sous l'eau en 2 minutes, on arrache une prolongation, on peut même prendre l'avantage avant les prolongations, on a quelques belles occasions. Messi qui permet à l'Argentine de repasser devant. On sait que c'est difficile de revenir au score dans des prolongations, d'autant plus quand c'est en deuxième période. Finalement, Mbappé transforme un deuxième penalty. On est à 3-3. Kolo Muani qui a la balle de match à la 123e minute, mais il y a un énorme arrêt d'Emiliano Martinez. Et finalement, on perd 4 buts à 2 au tir au but. Donc en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est d'être passé si près d'un des plus grands exploits de l'histoire du football. Emric, toi, comment tu as vécu ce match? On le dit, c'est le titre de cette partie. C'était une finale exceptionnelle. Ouais, alors clairement, moi honnêtement, je me suis beaucoup fait chier. Enfin, je me suis ennuyé pendant ouais, justement 75 minutes. Mm.
Et tous les gens derrière moi, ils étaient en mode non, c'est fini. En 2-0, jamais si on joue comme ça reviendra, etc. Moi, j'y croyais fort, dur comme fer. Parce que je sais très bien on est un peu une équipe où on joue fort en fin de match. Mm. Et généralement, cette Coupe du Monde, surtout, principalement, on avait du mal au début. Bon, je me suis dit, bah, au bout d'un moment, fallait y croire. Du coup, j'y ai cru. On a réussi à en mettre deux. Après, je t'avoue, quand on était pendant les prolongations, c'était trop compliqué C'était mentalement. dur, hein. Ah ouais, c'était dur. En plus, ça avançait. Moi, j'y croyais et je savais très bien quand si on allait en penalty, Ouais, c'était si vraiment trop près, si loin. compliqué. Je crois que Loris a dû en arrêter 4 en équipe de France des penalties. Ouais, et 0 à l'international. Ouais, donc Enfin, en Coupe du Monde, je crois, Coupe du Monde en Coupe du Euro. Monde, ouais. Du coup, c'était très compliqué. Sachant qu'apparemment, tous les Argentins ont tiré au même endroit, je crois. Il n'y en a aucun qui a été arrêté. Enfin, presque. À Et peu puis, près. c'était pas. Enfin, celui de Messi, pardon, mais il est pas très bien tiré Non. sur le. Ouais, et puis, Ouais, Dybala, Elle est au centre. passe, ouais, passe au centre comme ça. ouais. Dans tous les cas, moi je trouve qu'à partir du moment où on s'est réveillé, c'était un beau match. Enfin, même si en fin de compte, on a un peu échangé les rôles. Mm. Nous, j'ai l'impression qu'on était fatigués. On ne savait même pas faire une passe au début de match. Mm. On perdait tous les ballons parce qu'on avait On un était en pressing retard, argentin. ouais. On avait un pressing argentin de ouf. On pouvait même pas sortir les ballons. Les dégagements, c'était très compliqué à chaque fois. On se faisait récupérer tous les ballons. Mais au bout d'un moment, on a réussi à avoir le déclic. Et justement, on a profité de la. Je sais pas si c'était une faiblesse physique ou quoi, mais on voyait que les Argentins avaient besoin de souffler. Et ils pressaient beaucoup moins. Les défenses étaient un peu plus ouvertes et on a réussi à en planter deux. Le premier tir de l'équipe de France, il est à la 70e minute, Mais je oui, crois. c'est honteux. C'est la Enfin, première frappe de l'équipe de France, elle est à la 70e minute, elle n'est pas cadrée. Et ensuite, va y avoir la chevauchée de Kolo Muani, du coup, qui va provoquer le penalty. On s'est dit, bah là, c'est Mbappé qui l'a loupé face à la Suisse lors du dernier Euro. Il le plante magnifiquement. Ensuite, Ça il va y touche. avoir une récupération de balle de Kingsley Coman sur Lionel Messi. D'ailleurs, un beau physique, un très beau duel gagné, remporté de l'épaule par Coman, qui va ensuite permettre à Rabiot, je crois, qui fait la passe voilà, pour Messi. Messi qui fait la passe décisive. Pour Messi. Mbappé, pardon, qui fait la passe décisive pour Mbappé. Là, la magnifique. C'est pas Euh, Kolo Muani? c'est Thuram, non? C'est Thuram ou Kolo Muani Gaëtan? Je sais pas si tu l'as. Ah, je sais plus. Et ensuite, il y Il a n'y a la pas volée. d'analyse aujourd'hui, Il je y sais a, même il plus. y a- il y a la volée extraordinaire, il y a la volée extraordinaire de Mbappé. Le match est complètement relancé, le match est complètement fou. On a vibré, franchement, on va pas se mentir. Dans le chat, si près, si loin, nous dit Laurent Daron. Et c'est vraiment ça, finalement, qu'on retient, c'est que on est passé tellement près de cet exploit. Il y a eu la remontada du Barça face au PSG. Il y a eu, il y a eu le 7-0 de l'Allemagne ou 7-1. 7-1 de l'Allemagne face au Brésil. Il y en a eu des scénarios complètement fous. On peut parler même du 4-3 de France-Argentine lors de la dernière Coupe du Monde. Mais là, le contexte de finale de Coupe du Monde, avoir une sorte de remontada. Et puis, au-delà de la remontada, c'est un duel. C'est les deux joueurs qui sont derrière vous. C'est un Messi-Mbappé, deux joueurs qui jouent dans le même club. L'un qui est peut-être le plus grand joueur de tous les temps, on en reparlera dans le débat juste après, vous avez pu voir le titre. L'autre qui est peut-être le futur meilleur buteur, le meilleur joueur de l'histoire de tous les temps. Un doublé face à un triplé. Gaëtan, je te pose l'ESCG sur la table. Toi, tu m'as dit en off, malgré voilà, le fait que tu sois français, et tu étais pour. Je suis né en Argentine. Tu étais né en Argentine. Mais voilà, tu vois, en étant un inconditionnel fan et socios du Barça, tu vois un culte incroyable à Lionel Messi et tu souhaitais le voir remporter. Tu l'as trouvé comment ce duel au sommet? Bah déjà, j'ai passé une très bonne finale du coup. Très bonne finale. Non, Tu es un homme horrible. Non, mais si on regarde le match, du coup, si on prend point par point, t'as le début de match de la France que je trouve déjà incompréhensible dans le sens où si tu regardes un minimum l'Argentine, tu sais que dans le jeu, si l'équipe adverse presse, c'est là où ils vont être le plus en difficulté. Mm. J'ai trouvé l'équipe de France attentiste, Ouais. un bloc équipe qui n'était pas. C'est-à-dire que tu avais trois joueurs peut-être qui allaient faire un pressing devant et tu avais derrière les milieux qui ne suivaient pas. Et la défense qui ne suivait pas, c'est-à-dire que le bloc équipe n'était pas compact. Du coup, tu avais beaucoup d'espace pour Rodrigo De Paul, qui lui, par contre, si on l'embête et tout, on vient balle au pied, il va perdre beaucoup de ballons. Et le truc, c'est que là, il était trop seul. C'était trop facile pour lui. Un Enzo Fernandez aussi qui avait beaucoup de liberté Ouais. au milieu de terrain. Et ils arrivaient à se trouver par des triangles, en triangle souvent,
très facilement une touche de balle. Et tu sentais que, c'est-à-dire que ils étaient trop loin la France. C'est-à-dire que sur un joueur, ils étaient beaucoup trop loin du porteur. Et du coup, ils pouvaient soit se retourner, soit redonner facilement. Il y avait un manque d'agressivité. Et l'Argentine, c'est tout ce qu'il leur fallait pour développer leur jeu. Après, on a eu un démarrage juste incroyable. Ouais. Après un mi-temps qui a Qui fait un match Koundé, exceptionnel. il avait le tournis, je pense, à la mi-temps. Je sais pas s'il voyait bien clair. Et du coup, il était incroyable. Messi, je l'ai trouvé très bon dans la distribution du jeu en première mi-temps. C'est-à-dire qu'il était là, tu savais qu'il allait prendre le ballon. Je l'ai trouvé même trop. Mais justement, Messi, on dit Messi, il faut le bloquer et tout. Je trouve, je sais pas. Ils l'ont laissé beaucoup trop seul. Il y avait beaucoup d'espace aux abords de la surface de Bien sûr. réparation. Et quand tu sais que la plupart du temps, c'est Messi le détonateur, celui qui va distribuer le jeu, comment le laisser seul devant la surface? Il pouvait distribuer, faire sa spéciale sur Di Maria. Di Maria qui faisait de Koundé ce qu'il voulait. Après, il sortait. Non, mais franchement, il y avait beaucoup trop d'espace pour les joueurs clés de cette équipe. Ouais. Et c'est ça où la France a été en difficulté. Et après, du coup, putain, je me suis éloigné du sujet. Messi Mbappé, ce duel au sommet Ouais, qui fait que cette finale sera vraiment une finale de légende. Ouais, franchement, le duel était incroyable. Après, le problème, c'est bon. Le problème de cette finale, c'est quand même tu as eu une France qui a joué pendant 45 minutes, si on peut dire. Même pas. Ah ouais, même Parce pas. qu'en retour des vestiaires, ils sont pas bons non plus. Non, mais je sais, mais pendant 45 minutes, je veux dire, c'est-à-dire 30 minutes Ouais. prolongation, Oui. plus 15 minutes. Oui. Ouais, c'était dans ce sens, voilà. Et du coup, c'est ça le problème de ce final. C'est-à-dire qu'au final, quand tu regardes le match, t'as 80 minutes qui sont argentines et que. Mais elles sont belles ces minutes parce que l'Argentine joue super bien son Ouais. football et arrive vraiment à presser. On a vu vraiment une France passer à côté de son match, mais aussi parce que l'Argentine était beaucoup plus forte qu'elle en première période. C'était incroyable. Et d'ailleurs, on peut dire aussi que l'Argentine personne ne le dit, mais je trouve, a facilité cette remontée française parce que avant le but, le penalty, du coup, il n'y a rien non plus de la France. C'est un penalty, je trouve, complètement débile de la part, je sais plus qui c'est qui fait le penalty, je sais pas si c'est Otamendi. Je comprends pas pourquoi, parce que, et on va pas dire qu'il était quand même face au but, il était plutôt excentré dans la surface. Et il commence à l'arracher, genre essaye de bousculer, enfin de juste le gêner, mais pas prendre la main comme ça, c'est complètement débile. Donc je trouve qu'il les relance. Et après, du coup, t'as les Français qui retrouvent ce truc, qui vont de l'allant. T'as des rentrées, je trouve, exceptionnelles, l'entrée de Camavinga. Ouais. Ah oui, celle de Camavinga, elle est folle. Incroyable, c'est-à-dire qu'il récupérait un nombre de ballons incroyable et il faisait des percées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il perçait comme ça, il partait tout seul. Il gagnait des mètres. Personne n'allait sur lui en plus. C'est ça qui est incroyable. Parce que physiquement, je le trouvais au-dessus de tout le monde. Et justement, dans un match comme ça, c'est ce qu'on attendait de Théo finalement. C'est dans le registre qu'on connaît de Théo. Exactement. Et c'est Camavinga qui l'a fait. C'est Camavinga qui l'a fait vraiment en gagnant des mètres, en perçant des lignes. Et je l'ai trouvé incroyable. Vraiment des apports vraiment parfaits. T'as l'entrée, j'ai pas compris le changement avant la mi-temps de Deschamps. Moi j'aimerais qu'on revienne dessus aussi. C'est quoi ce double changement? Moi je le trouve très couillu pour le coup parce que la France perd 2-0 à ce moment-là. Tu te dis on a déjà plus rien à perdre et du coup tu sors un Dembélé qui est à côté de ses pompes et là pour le coup il était vraiment dégueulasse je trouve. Et par contre Giroud c'est un vrai choix tactique de replacer Mbappé en centre. Et de l'épauler d'un Marcus Thuram qui va lui permettre de aussi écarter le jeu finalement, d'écarter en appelant des joueurs très... Mais j'ai pas moi, enfin c'est bidon, mais j'ai pas compris pourquoi faire la 40e alors qu'il pouvait attendre la mi-temps. Ça j'ai pas compris, mais bon. Après il y a eu quand même 7 minutes de temps additionnel. Ouais. Ils ont eu le temps un peu de t'as un quart d'heure. Ouais exactement. Ils ont eu le temps de... C'est absolument ouais mais tu vois genre peut-être qu'il s'est dit je vais peut-être les faire... Ouais mais ça pas le temps additionnel avant. Ouais, je sais bien, mais je me dis, genre, peut-être qu'il est en mode, vas-y, ça absorbe le match et comme ça, il tape la causerie en même temps, tu vois. Ouais. Ouais, mais du coup, quand j'ai vu ces changements, au début, moi, j'étais pas super confiant parce que c'est quand même 3 joueurs qui ont pour but, quand même, d'évoluer dans l'axe. Ouais. Et là, du coup, il va les faire un peu je déteste quand les coachs dénaturent des joueurs leur poste, mais bon, il avait pas trop le choix. Et du coup,
c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi il a pas fait rentrer Coman de base Mm. et tout. Mais Colomwani qui a fait une entrée, je trouve, incroyable. Ouais. Thuram, bon, il a fait. Il a le mérite de faire la passe D qui est. Non, ouais, franchement, il était bon. Mais il a pas non plus apporté un truc Non. de fou. Là, il a fait le geste qu'on attendait au bon moment. Il peut provoquer le penalty, c'est sur lui qui a la faute non sifflée, Non, c'est non? Colomwani. Je sais pas. La deuxième, je crois que c'est sur Thuram, Ouais, c'est possible. où il y je a me le rappelle plus. contact, je crois que c'est Paredes qui tacle Thuram et il y aurait pu y avoir quelque chose. Ah oui, mais c'était même pas dans la surface. C'était dans la surface, Si, ça, si, ou c'était l'entrée dans la surface? surface, ouais. Ah C'était ouais. dans la surface. Enfin bref. Bon, dans tous les Il cas, y a Coman qui fait une entrée exceptionnelle, Kamavinga aussi. Finalement, on sort la tête haute, mais Deschamps aussi sort la tête haute de ce mondial parce que on l'a critiqué quand on a vu du Disasi, défenseur droit, du Kamavinga, défenseur gauche, les choix avant la Coupe du Monde aussi, de prendre des Verretou, etc., au détriment d'autres joueurs. Il y a eu des choix vraiment, vraiment pris par Deschamps. Le simple fait que sur la demi-finale, ils te sortent Giroud très tôt pour te faire entrer Kolo Muani, on se dit mais pourquoi Kolo Muani, et que 30 secondes après, Kolo Muani marque et nous fait le break. C'est encore une fois, et même si on va pas au bout cette fois-ci, c'est une Coupe du Monde de patron de Didier Deschamps parce que tous les choix qu'il a fait, c'est des choix osés qui ont apporté quelque chose de bien derrière. Les choix ont été. Je suis pas trop d'accord avec ça. Ok. Je pense que tout ce qui s'est passé, c'est dû à ses choix de base. C'est-à-dire que, par exemple, les Benzema part, l'idée de ne pas prendre quelqu'un en plus pour amener peut-être un latéral, ou je sais pas, prendre quelque chose, ça a fait que Koundé a dû décaler Ouais. sur le côté. Il a jamais été bon. Koundé, il a jamais été bon sur le côté. Il n'a pas été de la Coupe du Monde. On est obligé de mettre un Kamavinga sur le côté. Il y a plein de choix qu'il a fait avant, en amont, qui font que ça a amené à ce qui s'est passé. Certes, heureusement que les joueurs qu'il a fait rentrer à ses postes se sont donnés à 10 000%. Ça, Deschamps, c'est son point fort. C'est-à-dire savoir savoir rallier, motiver voilà, les joueurs et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ça, je peux rien dire, c'est un super meneur d'hommes. Mais dans les choix qu'il a fait, je trouve que au final, tous les choix qu'il a fait, ça s'est répercuté de façon négative d'un premier temps, mais positive au final, dû aux joueurs qui ont donné le maximum sur le terrain et tout. En fait, tout a été une répercussion de ces choix. Ouais. Voilà, si on revoit. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes plus l'avis de Gaëtan, que finalement c'est des répercussions de ces mauvais choix qui ont amené à peut-être des ajustements et des bons ajustements en cours de match, ou si comme moi vous trouvez que encore une fois il a fait taire de nombreux détracteurs à travers un bon coaching et payant, peut-être pas jusqu'à cette finale, mais au moins il a ces changements et ces joueurs-là qui sont Coman, Marcus Thuram, Kolo Muani ou encore Kamavinga ont changé vraiment la facette de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde et on peut en sortir la tête haute parce qu'on a montré un visage totalement différent à partir du moment où ils sont rentrés. On va continuer, messieurs, on va continuer à en parler de cette Coupe du Monde, mais on va parler de l'Argentine, de Lionel Messi. On va surtout se focus sur Lionel Messi. Une première Coupe du Monde pour l'Argentin. Je vois Gaëtan qui fait un grand sourire. La question est la suivante, messieurs. Est-ce que avec cette victoire en Coupe du Monde pour Lionel Messi, au détriment de Cristiano Ronaldo qui aurait pu avoir sa chance avec le Portugal, est-ce que le débat du GOAT, le greatest joueur of all time, je ne sais pas comment, dans quel ordre, c'est greatest of all time, tout simplement. Le débat du GOAT est-il fini? Est-ce que Messi est le plus grand joueur de l'histoire du foot, devant notamment Cristiano Ronaldo, mais aussi les Maradona, les Pelé ou toutes les grandes légendes de ce sport? Qu'est-ce que vous en pensez? Il bouille à Nil. J'ai du mal à... Enfin, là déjà, moi je trouve que cette Coupe du Monde, elle n'est pas hyper représentative par rapport à ce que Ronaldo pourrait faire parce qu'il n'a pas été mis dans de bonnes conditions. Je trouve que le sélectionneur portugais, c'était pas... Enfin, déjà, il ne fait même pas jouer Leao. Ouais. Alors que c'est genre à ce moment, il est vraiment super fort. Le système n'était pas le bon. Exactement. Ouais. Et 4, je trouve que 4-2 en losange. C'est ça, il a vraiment pas été mis en valeur et du coup, on n'a pas eu un Cristiano Ronaldo qui a joué son jeu comme il jouait d'habitude au Portugal.
Et du coup, bah, ça s'est ressenti sur son jeu, sur ses notes qu'il a eu aussi un peu partout. Je crois qu'il a été noté 6 de moyenne, un truc comme ça, c'est vraiment pas ouf. Et oui, du coup, il est reparti. Mais bon, moi, enfin, j'ai toujours tendance à préférer Messi parce que, je sais pas, je préfère le style de jeu de Messi, je préfère son comportement sur le terrain aussi. Et comment dire, le style de jeu, bah, enfin, faut le dire, genre, moi, enfin, le style de jeu de Messi, j'ai l'impression qu'il est plus polyvalent et il s'adaptera toujours plus à d'autres joueurs que celui de Mm. Ronaldo qui est hyper spécifique et Mm. il y a très peu de joueurs qui arrivent à comprendre comment il fonctionne et ça fonctionne pas avec tout le monde. Donc, je pense que, étant donné qu'il est un peu plus multitâche, moi je pense que Messi est déjà supérieur à Ronaldo. Par contre, de dire Pelé ou Maradona, que je n'ai pas du tout connu, par rapport au palmarès, je crois que Messi a beaucoup plus de Non, ballons oui, d'or. non, mais de toute façon, la Il a question tout du GOAT, gagné. c'est vraiment Donc, Ronaldo-Messi parce que les autres époques sont différentes, on joue pas c'est le pas le même même jeu, ouais. football, les gardiens sont loin d'être les grands gardiens qu'on a actuellement, les défenses sont loin d'être les grandes défenses qu'on a actuellement. Enfin, c'était des grands joueurs, très grands joueurs, légendes, face à des équipes, des Mm. fois, on va pas se mentir, hein, il y avait des peintres en face. Donc je pense que là, le football moderne, des Messi, Ronaldo, avec tout ce qu'ils ont gagné, le duel et la rivalité autour du Barça Real, les ballons d'or chaque année qui échangeaient. Forcément qu'on est sur la plus grande rivalité du football, on est peut-être sur les deux plus grands joueurs légendes du foot aussi de ce sport. Mais Est-ce que pour ah, pardon, toi... j'avais une dernière truc à dire, mais Vas-y, effectivement. vas-y, vas-y, Ah, vas-y, ben continue en fin de alors. compte, moi je trouvais que la rivalité elle était là quand les deux étaient en Liga, Ouais. Barcelone et Real, mais depuis qu'ils y sont plus, à part un peu Ronaldo avec la Juventus où il a fait deux trois trucs, moi je vois qu'il n'y a pas de débat. Genre Messi, là, cette saison-là, il s'est bien adapté à son équipe, Mm, alors que la saison dernière c'était compliqué. Et Ronaldo, il s'est fait têche de Manchester, donc mm. sachant qu'il n'a pas apporté grand-chose depuis qu'il est retourné. La fin de Mm. carrière de Ronaldo, Un peu, ça... ouais, bancal, ouais, je trouve que c'est un peu compliqué pour lui. Et on parle d'une fin de carrière à 30, 7, 35, 38 ans. ouais, il a Il a 38 ans ou 37 38 ans, je ans. sais plus. Faut remettre aussi dans le contexte que des joueurs comme Ronaldinho, comme R9, leur fin de carrière, elle est à 30 ans, Mm. 32 ans. Donc, moi, je pense que. Mais on est obligé de comparer parce que Messi a aussi 37 ans. une longue longévité. Mais il faut pas non plus trop cracher dans la soupe de la fin de carrière de Ronaldo est désastreuse, etc. Il a 37 ans, Ouais. Cristiano Ronaldo. Des joueurs comme R9 et je le répète, Ronaldinho, à 30 ans, la carrière, elle était finie au pipeau. Il n'y avait plus aucun joueur de foot sur le terrain. Et pourtant, ça n'empêche pas de les légitimiser à juste titre, à les légitimiser, pardon, à juste titre comme des grandes légendes du foot Ouais. parce que R9 et Ronaldinho en sont. Mais voilà, Quitte à faut les comparer, aussi. autant les comparer jusqu'au bout. Non, mais voilà. Et puis Enfin, avec les mêmes degrés voilà, c'est ça, exactement. de sévérité sur les fins de carrière. Gaëtan, je sens que tu meurs d'envie de répondre à cette question. Est-ce que le débat Non, du mais GOAT. y a-t-il encore un débat avec Ronaldo? Je suis désolé, mais y a-t-il encore un débat? Moi, le débat est clos depuis très longtemps. Il y a 13 ans qu'il est sorti, j'ai entendu, hein. Ouais, Non, 13 non, ans, non, mais 13-11 ans. grand respect à tout ce qu'a fait Ronaldo. Il est incroyable, c'est l'un des meilleurs joueurs du foot. Voilà, tout ce qu'on peut dire. Moi, je l'aime pas, mais pourtant, tout ce qu'il fait, faut le reconnaître, c'est incroyable. Mais ce que fait Messi, c'est juste le mec, il a 35 piges, il met encore 7 buts en Coupe du Monde, le meilleur passeur de la Coupe du Monde. Ce mec est juste incroyable. Genre, et je regardais plein de débats sur le match et tout. Tout le monde, justement, Ronaldo, pour plein de gens en France, hein, Ronaldo était enterré déjà. Mm. Pour le débat était plutôt autour de Pelé, Maradona. Est-ce qu'il les atteint? Mais Ronaldo, il y a 2 ans, 3 ans, c'était un débat qui est le plus grand joueur de tous les temps entre Messi et Ah, Ronaldo. bien sûr. Et Ronaldo avait dans le rétro Pelé, Ah, bien sûr, Maradona. c'est ça qui m'énerve, c'est déjà les journalistes français, c'est-à-dire que eux ils regardent que le présent, c'est bon, après c'est passé, voilà, je sais pas quoi. Faut regarder tout ce qu'il a fait Ronaldo, ça m'a. Genre moi qui n'aime pas, putain, de voir quand même sa carrière, tout ce qu'il a fait, les gens ne prennent pas ça en considération. Ça y est, le mec il a des problèmes en ce moment, bon voilà, et il enterre déjà. Bon, c'est pas le sujet, mais ce que fait Messi, le mec il a tout gagné ce qu'il pouvait gagner, c'est juste un génie du ballon. Quand tu le regardes jouer, il est à la, il a la passe, il te fait des passes de folie, il mène le jeu, il a la finition. Genre, sa palette offensive est juste incroyable. Et
comme disait Omar Da Fonseca, il est au début, au milieu et à la fin de l'action, le gars. C'est-à-dire qu'il peut tout faire, tu vois. Un CR7, c'est souvent à la fin de l'action. Tu le retrouveras jamais au début, à part peut-être sur une contre-attaque, il mène au début la contre-attaque. C'est pas le créateur du milieu, et donc Messi, c'est ça qu'il peut faire. C'est la magie qu'il a dans le pied, c'est incroyable. Après, il y en a plein qui le comparent à Maradona, qui dit Maradona il était engagé politique, Maradona machin, c'était le mec qui sortait les tripes, c'était un humain, comme ça, tu sentais une ferveur. Mais je m'en fous du côté humain, mais qu'est-ce que je m'en branle. Surtout qu'il a fait de la drogue après, hein, le foot. Donc, Mais oui, mais les gens ils veulent voir du Dosons. spectaculaire, mais allez sur Netflix si vous voulez voir du spectaculaire. Mais qu'est-ce que je m'en fous, moi je parle du football. Sur le terrain, moi je parle du terrain. Et sur le terrain, mais c'est ce qu'il a fait, je n'enlève rien à ce qu'a fait Maradona, c'est incroyable. C'est même pas mon époque, donc je peux même pas en parler. Normalement, dire, mais en tout cas, moi de ce que je vois de Messi, on verra peut-être plus jamais, ou peut-être dans je sais pas combien d'années, un joueur comme ça. Là, c'était sa dernière Coupe du Monde. Bon, après, il a pas pris sa retraite, il a dit qu'il allait continuer. Ouais. Mais je pense pas qu'il en ferait une autre, peut-être une Copa, peut-être qu'il va aller 39 ans. chercher une Copa. Ouais. Mais C'est quand c'est dans 2 ans la Copa? ouais, je crois. Mais ce qu'il fait, mes balles au pied, ce qu'il a fait de tout au long de sa carrière, 7 ballons d'or, peut-être 8. Pour moi, la finale, c'était ça. Qui aura le ballon d'or aussi? On n'en parle pas, mais pour moi, la finale, c'était qui aura le ballon d'or. Oh, ça dépend. Il y a une longue saison qui se Moi, profile. Hein. je Il dis vient à d'être part- décerné. Hein. À part si Ah, mais le Messi, truc- se blesse et du coup a pas de stats en Ligue 1, je sais pas quoi, Messi sera Ballon d'Or. Moi je le dis haut Parce et que là, fort c'est- maintenant, on pourra ressortir les vidéos, je le dis haut et fort, Messi sera Ballon d'Or, Mbappé sera deuxième. Si Mbappé avait gagné, Mbappé était Ballon d'Or. C'était le match qu'on attendait tous. Tout Mais le monde si le Bayern il te sort le PSG en 8ème, Mais même, non. si. Je pense Moi pas. je parie ce Ah que ouais? tu veux. Mais après, ça dépend s'ils se Ce que prennent. tu veux, tu veux mettre qui? Après, Haaland, même s'il fait une saison incroyable, on fait Haaland et tout, mais on fait, mais Haaland, il a pas participé à la Coupe du Monde. Bah oui, mais normal, t'es Je avec sais, la Norvège. Mais la Coupe du Monde, on l'a vu, la Coupe du Monde a été suivie par près de 3 milliards de téléspectateurs dans le monde, ou je sais pas combien. C'est le truc le plus suivi dans le monde, même des gens qui n'aiment pas le foot. Regarde tous ceux qui sont déplacés dans Bordeaux pour regarder le match. Et il y avait des gens, moi j'étais assis à côté des gens qui me disaient, mais je connais même pas les règles du foot, mais ils étaient là, ils se donnaient à fond, ils étaient à fond, c'était incroyable. Les gens se déplacent pour la Coupe du Monde, c'est le match qui fait ressortir. Moi je peux vous parier, les journalistes en plus, on a vu des décisions de toute façon, mais si juste il a gagné une Copa, il a été Ballon d'Or. Donc alors, mais imaginez une Coupe du Monde, c'est sûr à 100% pour moi, enfin 100%, sur une marge, on sait pas, mais je vois pas. Bon, imaginons. Il y a quoi comme prétendant en fin de compte là? Dans Non, un t'en débat- sais rien. Si Messi il fait une saison blanche parce qu'il se blesse ou je sais pas quoi, et Ah que oui, Mbappé il te remet un triplé en finale de Ligue des Champions. Je suis d'accord, là Tu c'est vois. se blesse, mais imaginons par exemple le PSV en finale de Ligue des Champions, même si Mbappé sera meilleur en termes de Ligue des Champions, mais Messi aura gagné la Ligue des Champions, ça sera Messi Ballon d'Or. Là, à partir de ce moment-là, tout est acté pour moi. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Parce que t'as des Varane qui ont gagné Coupe du Monde, Ligue des Champions la même année et qui ont Ah, mais c'est un rien eu. défenseur. Varane, c'est Oui, Varane. mais C'est pas. oui, mais oui, mais Oui, mais c'est triste à dire, mais c'est Messi. Oui, c'est C'est-à-dire Messi, que oui. Messi, il attendait que ça, de gagner une Coupe du Monde, il la gagne enfin. Mais surtout qu'il fait une Coupe du Monde, c'est pas comme si c'était la Coupe du Monde en 2014, il met que je crois 3 buts ou je sais même pas. Là, il te met 7 buts, meilleur passeur. Il te fait une Coupe du Monde de zinzin, il est leader, on l'attend enfin. Tout le monde qui attendait Messi enfin, là, qui portait qui portait cette équipe, qui genre montrait un peu, genre qui portait de la voix, qui allait devant les journalistes, qui assumait, là la phrase où il parlait à je sais plus qui, où il gorce là comme ça, Bobo, je sais pas quoi là, maintenant qui est devenu genre en Argentine, et ils ont des maillots floqués ça, sa phrase, parce qu'ils attendaient que ça, que Messi montre un peu de la virilité, et c'est tout ce que tout le monde attendait, et juste qu'il gagne cette Coupe du Monde. Comme c'est Messi, il va la gagner parce que imaginons le Bayern le sort, Mané fait une grande fin. Tu dis, imagine, je te mets le choix entre comme ça, Mané, Ligue des Champions, championnat, Messi, Coupe du Monde, championnat. Tu prends quoi? Honnêtement. Et c'est Messi parce que Messi sera devant. Mais après, il faut voir à quelle manière il se fait. Ils se font éliminer le PSG. Enfin, il y a beaucoup de paramètres et je pense que Mané n'est loin d'être le concurrent principal de Messi, tu vois. Sais, mais par exemple, un Haaland qui gagne, même s'il y a des stats stratosphériques à Haaland qui gagne la Coupe du Monde,
Et ben, dans nos têtes, pour moi, cette année. La Ligue des Champions, je veux dire. Ouais, parce que la Coupe du Monde à Londres. ouais, pardon, la Ligue des Champions. Dans nos têtes, là déjà, à Londres, pendant cette Coupe du Monde, on l'a complètement zappé. Il était en Ligue 4, et dans non? nos têtes, on va se souvenir quoi de cette finale, Mm. qui est même la finale fait partie. Ouais, mais du est-ce coup, que en fin le de compte, fait- le le Ballon fait d'Or, que c'est un truc c'est l'été médiatique prochain, alors. est-ce que le fait c'est pas le qu'il y meilleur ait, il y ait tout ce temps qui se passe, ça va pas non plus porter préjudice Bon, en tout cas, voilà, enfin, Ah on ouais, est ouais, le débat, je vois ce le que tu débat, veux il dire. a un peu dévié, mais dans l'idée, toi, tu penses que Messi, grâce à cette fabuleuse Coupe du Monde qu'il a remportée, sera Ballon d'Or. En tout cas, un huitième ballon, c'est ça, il en a 7, hein. Ouais. Un huitième Ballon d'Or, il prendrait énormément d'avance sur Ronaldo et sur le débat du GOAT. Moi, je pense que le débat reste ouvert tant que les deux joueurs sont en activité, n'ont pas fini la carrière. Évidemment que Messi a un grand avantage Ouais. à l'heure actuelle. Mais est-ce que. Mais tu Enfin, vois, on sait où est-ce qu'il va, Ronaldo, là, ou pas du tout? non, c'est pas encore. Toujours pas? D'accord. On sait pas encore. Mais tu vois, pour moi, un euro. Non, vas-y, je veux pas finir ma phrase, j'ai la flemme. 1 euro. J'allais dire Ronaldo gagne l'euro. un euro est beaucoup plus difficile à gagner qu'une Copa América parce qu'il y a beaucoup plus de grandes équipes, beaucoup plus de matchs, beaucoup plus voilà, d'adversité que la Copa América. Mais bon, l'euro du Ouais, mais Portugal tu vois, et on les l'a trois vu avec matchs la de. Copa, du coup. On l'a vu avec la Copa, le gars il a gagné le Ballon d'Or. Et avec le Barça, il avait rien gagné. Mm, Et après, il va au PSG, début de saison catastrophique. mm, Vraiment, là, un Messi, c'était l'un des pires Messi qu'on ait jamais vu. mm. Et il gagne ce Ballon d'Or, juste Mm. parce qu'il a gagné la Copa. On passe au dernier sujet, messieurs. Rapidement, on va pas s'éterniser non plus dessus, mais cette défaite-là de la France, est-ce qu'elle est préjudiciable pour l'avenir des Bleus? Le monsieur que vous voyez pas d'ailleurs, parce que du coup on est sur du champ contre champ, mais on a un petit Karim Benzema derrière, encadré, qui a pris sa retraite internationale aujourd'hui. Yoris, je pense que ça va assez vite découler. Pareil Giroud. pour Olivier Giroud. Griezmann, Varane, je pense que ça va tirer jusqu'au prochain Euro. Mais globalement, il va y avoir un échange, ou en tout cas une passation de pouvoir au niveau voilà, de Yoris Mike Maignan, au niveau peut-être de Nkunku Benzema. Est-ce que cette défaite-là, dure hein, et très dure à encaisser, ça peut être préjudiciable pour l'avenir des Bleus? Quand j'entends préjudiciable, c'est dans le sens négatif du coup, ou pour vous, ils vont revenir plus forts, avec des jeunes joueurs plus forts, avec des jeunes joueurs qui ont joué cette finale plus expérimentés? Comment vous voyez l'avenir des Bleus? Déjà, tout va dépendre de Deschamps. Est-ce que Deschamps reste? Est-ce qu'il reste Là, pas? ça va être Jusqu'à compliqué. l'Euro. Est-ce que Deschamps reste? Voilà, est-ce que peut-être Zidane peut prendre sa place? Donc il y a déjà ça, ce suspense, on ne sait pas. Deschamps n'a pas voulu rien dire. Donc voilà. Après, sinon, en termes de joueurs, je trouve on a une génération qui est arrivée comme ça, qui avait gagné la Coupe du Monde 2018 et tout. Là, on a une nouvelle génération, mais je la trouve juste. On est quand même chanceux, mais on est un peu moins probante que les autres. Un peu jeune, peut-être, non? Aussi. Ouais, mais par exemple, dans 2 ans, ils seront un peu, par exemple pour l'Euro, ils seront un peu plus matures. Mhm. Voilà, mais genre par exemple, en termes d'attaque, Mm. à part, Mbappé, Nkunku. ouais, s'il n'y a pas manque un peu de relais, au milieu, on l'a vu, au milieu. Catastrophique. C'est-à-dire que à part Tchouaméni, Mais on attend que Camavinga, Tchouaméni, la paire du Real Madrid, prennent de l'expérience ensemble après le départ de Kroos et Modric. Pour moi, c'est un des milieux avec le plus prometteur du monde. Ouais, il n'y en a que deux du coup. Hein? Et les autres? Il n'y en a que deux milieux en fin de compte. Mais c'est pas mal si Griezmann il tire un peu et que derrière ouais, t'as Griezmann du tire un Rabiot, peu, tu vois. Rabiot il a 28 ans ou quoi, t'as encore de quoi faire une finale. Et puis t'en auras d'autres. T'as Fofana qui peut aussi prendre de l'expérience. c'est Ou juste quoi que par rapport à d'autres nations, je trouve qu'on est un peu moins fourni, mais un peu moins, on est gentil parce que quand même on a une équipe assez incroyable. Mais sinon, je veux dire, le truc c'est que tu vas perdre un Griezmann. Mm. Là, je compte même pas, je compte plus Kanté et Pogba parce qu'au final, on les C'est perd, fini, mais ouais. on l'a déjà vu sur cette Coupe du Monde qu'ils n'étaient pas là, donc on sait à quoi s'attendre. Ouais. Après, tu vas perdre un Giroud, forcément. Qui va être dur à remplacer, mais finalement, Colomboigny ou quoi, il y a de la profondeur. Hein. On raconte, mais on perd nos deux meilleurs buteurs. Enfin, nos deux meilleurs buteurs, nos deux meilleurs attaquants de pointe. Mm. On perd un Benzema et un Giroud. Ouais.
donc à remplacer, ça c'est compliqué. Tu peux Ouais. mettre un Mbappé, mais on lui dit hashtag pivot gang, il aime pas jouer numéro 9. Du coup, t'as quoi? T'as du Thuram, Thuram, du ouais. Colomani, mais pour l'instant, c'est Et pas. Et tu peux Nkunku. mettre un Nkunku en neuf. Hein. Nkunku, Oui. là, il va signer à Chelsea cet été. Si Nkunku devient l'attaquant indéboulonnable de Chelsea et il a les Et il est épaules large. pour le faire, ça peut être vraiment une. Bon, après, c'est pas le même championnat que la Bundes. C'est-à-dire Hein. qu'en vrai, on a de belles perspectives, Ouais, mais avec que des mais. ouais. C'est-à-dire qu'en mode, on sait pas si Nkunku va peut-être baisser de niveau. On sait pas. On a les seules certitudes, Mm. c'est qu'on a Mbappé, Mm. qui est incroyable. On va perdre un gardien, on a Maignan. Pour moi, là, c'est une certitude en vrai, Maignan. Ouais, La oui, défense large. aussi, hein. Ou pas Mécano Konaté, c'est solide. Ouais, Konaté, on l'a vu. Konaté, je l'ai quand même dans le mais parce que Konaté, Ah ouais, il putain, est j'ai trop encore un jeune. Ah incroyable. là là, mais c'est incroyable. Il est encore jeune, il est même pas titulaire avec Liverpool. Ouais. Comment tu peux avoir des certitudes sur un joueur qui est pas titulaire? Il peut faire un Kurtzuma. Kurtzuma à l'époque, quand il est arrivé, il était tout jeune là. Il a fait de belles performances et on disait oh Kurtzuma, ça va être machin. Et je sais pas quoi, Kurtzuma, on l'a bien vu hein, avec son histoire de chat et tout. Bon. Oui. Non mais genre, c'est pour ça que Konaté, j'ai pas encore les certitudes. Au Pamecano, j'ai des certitudes. Ouais. Titulaire au Bayern Munich. Ouais. J'ai des certitudes. Hernandez, j'ai des certitudes. Mais Chouameni, je peux avoir des certitudes. Kamavinga, j'ai aucune certitude. Voilà, c'est-à-dire que tu peux avoir des certitudes sur des joueurs, mais il y a des joueurs que tu sais pas vraiment, même s'ils ont un potentiel de fou, tu sais pas s'ils vont vraiment percer et trouver parce qu'il faut quand même, pour changer de niveau, il faut quand même avoir ce gap et c'est compliqué. Il n'y a pas tous les joueurs demandent à des joueurs qui ont des talents gâchés. Crois-moi, il y en a eu tellement. Ouais. Et après, tu perds. Bon, du coup, Lloris, il va être remplacé parfaitement pour moi. Mais en fait, on a deux gardiens qui sautent. Oui, t'as Mandanda. Ouais. Mais t'as Lafont qui il y a arrive, Lafont. t'as. Ouais, faudrait peut-être le sélectionner aussi. Le 9, c'est pour moi l'endroit où ça va être le plus dur à remplacer. Et à droite, Ce latéral sera droit Mbappé. aussi, Ce peut-être. sera Mbappé, le 9. Ouais. Tu vas Dembélé qui va tirer un peu. Et de toute façon, Et ensuite, Il est t'auras pas si vieux que ça, Thuram. Dembélé. Non. Et de toute façon, je pense que Mbappé, il a aussi un profil un peu à la CR7, faut pas se mentir. C'est-à-dire que très provocateur, après peut-être un peu plus que CR7 à l'époque, mais très dribbleur, en vivacité et tout. Et je pense qu'au fur et à mesure il va vieillir, il va se recentrer en buteur. Ouais. Mais il est encore jeune, hein, 24 Ouais, ans. il est encore jeune, bien sûr. Il peut en faire 3-4 encore. Hein. Oui, bien sûr. Mais, et après, du coup, de l'autre côté, t'as 4, beaucoup. de l'autre côté, t'as 3. du Dembélé, Coman. Ouais. C'est bon, mais ça va durer pendant. Ça va durer encore une Ouais, Coupe du Monde, ça peut encore en refaire une. Hein. Ouais, Toi, largement. qu'est-ce que tu en penses, toi, Emeric? Tu la vois comment la. Mais moi, Tu sens qu'il y a des certitudes, tu sens qu'il va y avoir un esprit revanchard, encore plus que Mais le truc, c'est que l'humiliation face à la moi, je pense Suisse. que du coup, justement, là, ça leur a donné la niaque. Je pense qu'ils ont eu les boules de perdre vraiment littéralement en finale de Coupe du Monde sur une séance de penalty. Je pense que ça peut leur donner la rage. Déjà, on va voir à l'Euro dans 2 ans ce que ça en est. Avec potentiellement une équipe un peu remaniée en laissant peut-être un peu plus de temps de jeu aux nouveaux pour voir ce qu'ils valent avec l'équipe. Et pourquoi pas aussi tenter, je sais pas, de trouver d'autres personnes qui ne sont pas sélectionnées avec l'équipe de France actuellement pour faire un petit roulement. Au final, pour moi, le plus grand point noir, c'est Deschamps. S'il reste ou pas. Moi, c'est le plus grand point noir. Parce que, moi, je le souhaite pas trop. Parce que là, c'est peut-être le meilleur moment. Je suis d'accord. Oui, et en fait, j'aimerais pas qu'il arrive. Il sera motivé, mais pas avec la même motivation. C'est déjà 10 ans, plus de 10 ans Ouais, hein, il qu'il peut est en partir. équipe de France. Là, c'est peut-être le bon moment pour partir en disant j'ai fait tout ce que j'avais à faire avec l'équipe de France. Il va y avoir une nouvelle génération qu'il va falloir accompagner de A à Z. Et j'ai pas envie que Deschamps il se casse la gueule avec le début de travail de quelqu'un d'autre, tu vois. Là, il y a une génération, il y a 2 ans, où il faut travailler avec cette équipe-là. Et je vois pas Deschamps avoir la même hargne pour faire 2 ans ou 4 ans de plus avec ces joueurs-là. Et ce sera plus Lloris ton capitaine. Ce sera peut-être un Varane qui progressivement, au fur et à mesure de l'année prochaine, va falloir remplacer et donner de plus en plus de temps de jeu sans avoir aucune certitude si Varane même va être sélectionné à cause des blessures ou pas, tu vois. T'as plus Giroud, t'as plus Benzema, t'as toute une attaque à revisiter. Moi, je laisserai la place à quelqu'un qui a de nouvelles idées, qui part avec un style de jeu qu'il voit, qu'il le projette avec les joueurs, la jeunesse qui arrive. Et je vois pas Deschamps continuer à faire du Deschamps. Deschamps,
C'est un Le homme Z. de compétition. C'est un homme de grande compétition, on l'a vu. Il a toujours porté l'équipe de France très loin dans des euros. Il y a eu le couac face à la Suisse, mais moi, je pense que c'est plus un couac. Mais voilà, les Coupes du Monde, les euros, il a toujours été très loin avec ces équipes-là. Mais par contre, tout ce qui est entre compétitions, on n'aime jamais ce que fait Deschamps. C'est des choix toujours très controversés. Il met 6-8 mois à sélectionner un joueur parce qu'il y a tellement de joueurs qui passent avant. Il revient toujours sur des Lucas Digne, sur des joueurs comme ça, alors que tu as des petits jeunes. Enfin, Théo Hernandez, ça a été 8 mois pour le sélectionner. Nkunku, ça a été la même chose. Kaloulou. Kaloulou, on en attend encore, mais Ouais. je pense qu'il y a même d'autres joueurs qui ont attendu Deschamps. Mm. Et je pense que là, on a besoin d'accélérateurs parce qu'il y a une génération qu'il faut vite préparer. Et tu peux pas te dire, bon, allez, là, on va remettre les clés à du Jordan Verret ou à du Guendouzi, etc. Guendouzi, il a le mérite d'être là, tant mieux. Mais genre, c'est pas un indéboulonnable non plus. Tu vois, si Guendouzi, il passe à côté, à un moment donné, il a moins de 10 sélections d'équipe de France, tu peux devoir le mettre sur la touche. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà une hiérarchie de Deschamps qui fonctionne avec le groupe. Et il a déjà son 16 avec 15, 16 joueurs on ne touche pas trop. Et si c'est pas trop mal, on le garde parce qu'il connaît l'équipe de France. Non, à un moment donné, c'est le haut niveau, tu as 23 meilleurs joueurs à sélectionner, tu sélectionnes les 23 meilleurs. Tu peux donner du crédit à des Coman ou quoi, mais à des Guendouzi, des Verretou, sous prétexte qu'ils ont de l'expérience, c'est se tirer une balle dans le pied et on a manqué de profondeur quand même dans cette Coupe du Monde. Voilà, et ça en revient à ce que je disais, c'est que là, je trouve qu'il a fait des mauvais choix de base qui ont fait qu'au final, il s'en est bien sorti. Mais, et surtout que pourquoi partir sur une mauvaise note de forcément, tu vois, pour lui en tout cas. Est-ce que c'est pas une mauvaise note pour Didier Deschamps de finir sur une finale non, perdue de quand Coupe même. du Non, Monde? justement, C'est trop bien. c'est pour moi c'est une bonne note parce que il aura fait ce qu'il a pu, il aura amené cette équipe encore en finale, Mm. il aura fait des Avec, choix. avec une hécatombe de blessures. Voilà, on va retenir ces choix en finale qui font qu'ils reviennent et peut-être ils sont à deux doigts de la gagner. Mm. Et du coup, pour moi, c'est partir sur une bonne note, même si perdre une finale, c'est pas ouf, mais on retiendra que il a encore fait du Deschamps et tout le monde en parlait. Deschamps a fait du Deschamps, il était incroyable. Donc, pour moi, partir sur une bonne note, ça serait beaucoup mieux que attendre peut-être 2 ans, encore une fois, et se chier complètement à l'euro, je sais pas, et faire la merde, partir sur un gros loupé pour tout ce qu'il a fait pour lui. Genre, partir sur une finale de Coupe du Monde loupée, certes, ça fait mal à dire comme ça et tout, mais au final, on retiendra ces choix qui ont fait que ça nous a permis d'aller en finale. On va se quitter là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans une quinzaine de jours après les fêtes pour reparler de foot. On va reparler de football de club, évidemment. Il y aura du mercato aussi. On décryptera tout ça sur Ketchup Mayo. Suivez-nous sur les réseaux sociaux aussi. Le Insta de Ketchup Mayo avec pas mal de contenu sur la Formule 1, sur le basket, sur le foot, des bilans un peu de la mi-saison aussi pour les championnats, les 5 plus grands championnats d'Europe qui continuent avec Kylian. Un grand merci à tous les deux. Un grand merci à Erwan en régie qui a fait du super boulot encore ce soir. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année à vous tous et puis on se retrouve début janvier. Ciao! Salut.